historiens. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la démographie et l'agriculture au Moyen-Âge. Commençons par un peu de démographie. En Angleterre, Guillaume le Conquérant a instauré le Domesday Book, qui va devenir populaire et très tendance dans toute l'Europe. Le Domesday Book, c'est quoi? C'est un livre qui permet de recenser la population. L'Angleterre achève le sien en 1086. En l'an 1000, l'Europe compte 22 millions d'habitants, la France en compte 5 millions, l'Italie 3 à 5 millions. En 2 siècles, la population de l'Europe va doubler, ce qui fait qu'en 1300, on se retrouve à 54 millions d'habitants en Europe, avec 15 millions pour la France et 10 millions pour l'Italie. De l'an 1000 à 1300, on observe une hausse de la fécondité. On passe de 4 enfants en moyenne chez les couples à 5 ou 6 en moyenne. Cette hausse de la fécondité peut s'expliquer par la très forte mortalité infantile. Un quart des enfants naissent mort-nés, un quart des enfants n'atteignent pas l'adolescence et seulement la moitié des enfants n'atteignent pas l'âge adulte. On peut aussi remarquer un fort taux de célibat, avec 15% de célibat chez les clercs. Cependant, on a une hausse de l'espérance de vie. Maintenant, en 1300, on est jusqu'en moyenne 35 ans. Mais il ne faut pas oublier qu'on a la population en 2 siècles qui a doublé, avec une croissance par an de 0,3 à 0,6%. De plus, il ne faut pas croire que la population médiévale reste ancrée dans son village. Non, au contraire, elle bouge, elle se déplace. Elle va vers les villes surtout. Par exemple, à Paris, on retrouve des personnes qui viennent de Bretagne, du Languedoc ou de Flandre. Les capacités agricoles également évoluent. On est au maximum de nos capacités agricoles. Les techniques évoluent également avec la technique de l'agère et du saltus. L'agère, c'est la partie cultivée et le saltus, c'est la partie qui n'est pas cultivée. On a 3/4 de la terre qui n'est pas cultivée, qui est au repos, qui est en jachère. Avec l'évolution de l'agriculture, il nous faut de la place. Et oui, plus on a de champs, moins on a de place. Donc ce qu'on fait, on déboise. On déboise massivement. Dans les zones germaniques, on en vient à raser, à déboiser des régions entières pour pouvoir y placer les champs. Malheureusement, les rendements dans les champs sont très faibles. En 1200, on a aux alentours de 1 grain planté pour 2 ou 3, ce qui est très faible. Mais on a des disparités locales. C'est-à-dire qu'on peut avoir dans une région 1 grain pour 4 ou 5, ou encore en Picardie 1 grain pour 8. Cela va dépendre de la façon dont on va s'occuper du champ, la façon dont on va l'entretenir, la façon dont on va planter nos grains. Énormément de terres sont sales dans le royaume de France. Au Moyen-Âge, on utilise la technique de l'assolement biennal, c'est-à-dire que l'on utilise une parcelle 1 an sur 2. Le temps où la parcelle est au repos est appelé le temps de jachère. Dans le nord de la Loire, on retrouve l'assolement triennal sur 3 ans. 1 an de jachère, puis 1 an avec des céréales d'hiver et enfin 1 an avec des blés de printemps. Ici encore, on alterne chaque année. Avec l'essor de l'agriculture, on retrouve l'essor du travail collectif. Les petits paysans, avec leurs petites parcelles, vont s'associer à d'autres paysans pour faire de plus grandes parcelles. Ça va souder les communautés villageoises. Mais on a aussi une amélioration des techniques d'élevage. Le nombre d'animaux d'élevage va être multiplié par 2. On retrouve le cheval pour labourer les champs, le bovin pour son cuir et sa viande, le mouton pour sa laine et le porc pour sa viande. On a aussi un essor du vin. Le vin a une dimension religieuse, c'est le sang du Christ. Le vin a une dimension sociale, collective. Et oui, on se retrouve pour boire du vin tous ensemble. Le vin, on le retrouve dans le nord, en Angleterre, en Scandinavie et à Tournai. Il est souvent cultivé près des voies d'eau. La vigne aime l'eau. Donc, on va la retrouver à traverser le Rhin, le Rhône, la Garonne, le Bordelais, la Champagne. Chaque seigneur a le monopole sur
le moulin ou le four de son village. C'est-à-dire qu'il en a l'exclusivité. C'est le seul à pouvoir faire construire des fours et des moulins. Ces sujets n'ont pas le droit de faire construire leur propre four ou leur propre moulin. Ce terme est apparu vers le XIe siècle. Les banalités sont des charges que les sujets doivent payer au seigneur pour pouvoir se servir du moulin ou du four. S'ils ne les payent pas, ils ne peuvent pas s'en servir. Ça revient à les obliger à payer et à s'en servir. C'est une source de revenus pour le seigneur. On compte un moulin sur un tiers des villages en Angleterre, par exemple. On a toujours tendance à croire que le Moyen-Âge, c'est un monde qui n'évolue pas. Mais on va encore le démontrer là maintenant. Le monde médiéval, c'est un monde pré-industriel. Bon, il n'y a pas de production de masse pour marché, mais on a des petites productions de très bonne qualité. Les outils durent dans le temps. On n'a pas d'usine mais des ateliers, parce qu'on ne fait pas confiance aux machines, on a une suspicion de la machine, on préfère se fier au bois et à la force motrice qu'on a toujours connue, le vent et l'eau. Nos outils sont lourds, ne bougent pas, on ne peut pas les déplacer, ils restent là où ils sont. On utilise aussi beaucoup la métallurgie. On a un essor de la métallurgie parce que le minerai de fer c'est très facile à trouver. Donc l'outillage en fer se répand. Les armes, les armures, on fait de tout maintenant. Au Moyen-Âge, on voit apparaître des villages qui deviennent des réseaux de fournisseurs. Milan pour le minerai et le fer et Nuremberg qui devient un centre de production d'armures. Pour finir cette vidéo, il ne faut pas oublier que dans le monde rural au Moyen-Âge, tout le monde n'est pas paysan. Non, on retrouve des artisans ruraux, des forgerons. Au sein des villages, on retrouve des brasseries et des boulangeries. Au sein des corps de métier, on ne travaille pas, on ne manœuvre pas de la même façon. Certains travaillent la pierre et certains travaillent le bois par exemple. L'agriculture, elle, est portée par l'artisanat qui lui est développé par les seigneuries. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Surtout gardez à l'esprit que je m'appuie sur le cours de notre professeur, Monsieur Santamaria, qui est notre professeur de cours magistral à Lille, et que je m'appuie sur quelques recherches personnelles. J'espère que ça vous a plu, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut les historiens!